j'escalade des montagnes à droite à gauche. Là, ça fait 3-4 heures que je me suis paumé. Je commence à paniquer un peu. Je lève la tête et là, face à moi, à 5 mètres devant moi, il y a un puma avec ses deux petits. Il faut pas lui tourner le dos, il faut garder le eye contact, reculer petit à petit en le regardant dans les yeux et surtout, s'il est avec ses enfants, ne pas l'approcher. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fait la totale, j'ai fait l'inverse. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent, par l'exemple, que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. L'aventure peut prendre bien des formes. Julien s'est lancé dans un grand voyage en Amérique du Sud, il a fait le tour de la Patagonie argentine et chilienne en autostop. Il a ainsi parcouru plus de 9000 km uniquement via ce moyen de transport, en se faisant accueillir à bord de 160 voitures. Alors pourquoi l'autostop ? D'abord par conviction, parce qu'il considère que ce qui fait la magie des voyages, ce sont les rencontres et l'immersion dans le quotidien des gens. Ensuite, par envie de se challenger avec l'autostop sur un continent qu'il ne connaissait pas, et enfin, parce qu'étant encore étudiant, c'était aussi un moyen de vivre une aventure extraordinaire sans se ruiner. Des journées entières passées à attendre au bord de la route, dans des endroits parmi les plus isolés du continent, à la générosité des locaux qui lui ont tendu la main, jusqu'à sa rencontre avec un puma, on part voyager en Patagonie avec Julien. Attachez vos ceintures, on démarre. Je suis parti solo faire le tour de la Patagonie en autostop pendant 4 mois, de janvier 2023 à fin mai. Je suis parti d'Argentine, de Buenos Aires fin janvier. Ensuite, je suis allé sur la côte, puis j'ai descendu la route qui s'appelle la Ruta 40, qui passe par Bariloche, El Chalten, et jusqu'à descendre à Ushuaia et arriver là-bas mi-avril. Et ensuite, je suis remonté par le Chili. Donc tout ça, je l'ai fait en 4 mois en solitaire. J'ai parcouru plus de 9000 km en autostop et j'ai été pris environ par 160 voitures. Excellent. Pourquoi l'autostop ? C'était vraiment exclusivement de l'autostop ou majoritairement c'est ce que tu as fait ? Alors, je me suis dit au début, c'est exclusivement de l'autostop. Puis ensuite, quand je suis arrivé dans les villes, donc dans les villes quasi impossible de faire de l'autostop, trop dangereux, trop bizarre en fait d'être en ville et de faire de l'autostop, ça fonctionne pas trop. J'ai essayé dans les petits villages, ça fonctionne bien. Et donc, c'était bus dans les villes. Et ensuite, j'ai fait 2-3 entorses. Une fois, quand j'étais très malade, je vomissais, c'était impossible que j'aille prendre, que j'aille faire de l'autostop, que je raconte à nouveau mon expérience, j'en avais marre. Et puis une fois, je crois que j'avais attendu 1 jour et demi sur la route. Et là, je me suis dit, ok, soit j'arrête totalement l'aventure, soit je prends un petit bus sur une courte durée pour me sortir du pétrin dans lequel je suis. Donc c'était quand même, c'était à 99% de l'autostop. Ok. Euh, Par ailleurs, c'est un mode de voyage que tu avais déjà expérimenté par le passé en France ou c'était une découverte là ? Ouais, non, non, c'était clairement pas une découverte. Je m'étais chauffé avant. J'avais commencé en Italie il y a 2 ans, faire un petit trajet en autostop. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Je connaissais personne de mon entourage qui avait fait de l'autostop avant. Et puis je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer». Je me suis posé au bord de la route, à la frontière franco-italienne. Puis là, ça a marché, j'étais super surpris, je savais pas quoi dire, en fait. Le gars m'a demandé: «Où est-ce que tu veux aller?» Et je lui ai dit: «Bah, dépose-moi à 5 kilomètres». J'avais même pas anticipé que ça allait fonctionner. Et puis ensuite ça a fonctionné, donc j'ai pris en confiance. Ensuite, je me suis dit: «Bon, bah, je vais partir de Gênes, au nord de l'Italie, jusqu'à Rome en stop pour voir, si tous les chemins mènent à Rome». Et effectivement, j'ai atterri à Rome en autostop, ça a fonctionné. Ensuite, j'en ai fait un peu plus dans les pays nordiques.
Et puis, c'est arrivé juste avant que je parte en Argentine. Je faisais un stage, dans un fonds d'investissement en finance à Lyon et puis je me suis dit, «Bon, bah, pour ce voyage-là, après ce stage, partir en Amérique du Sud, je vais plus développer cette pratique que j'aime beaucoup et puis je vais faire mon voyage, je vais essayer de faire tout mon voyage comme ça» et j'ai tenu jusqu'à 4 mois. Excellent, excellent. Tu dirais que c'est quoi qui t'a, attiré dans cette façon de voyager? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu es encore étudiant, donc il y a une raison budgétaire ou pas vraiment? Il y a le fait que ce soit gratuit, carrément, mais non, mais les 1res raisons, c'est pas ça. Les premières raisons, c'est d'abord rencontrer des locaux. D'abord rencontrer des locaux, des gens, j'adore le contact humain, rencontrer de nouvelles personnes, écouter des histoires et partager mon histoire aussi. Ça, c'est le premier point avant tout. J'aime voir, surtout, en Amérique du Sud, en Argentine, j'aime voir comment les gens vivent, connecter avec les gens. Puis il y a même, là-bas, je m'en suis rendu compte, avant ça m'était pas beaucoup arrivé, mais il y a même la possibilité de se faire inviter chez les gens. Les Tu arrives à 22 heures dans une ville et le gars va pas te dire: «Bon, bah, vas-y, je te laisse là, va dormir dans ta tente, au bord de la route». Bon, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, mais quand même, le gars propose parfois et dit: «Bon, bah, vas-y, viens chez moi, je te fais rencontrer ma famille, je te fais à manger» et cetera et puis donc voilà, très sympa et ensuite, bon, il y a un petit combo, pour moi, c'est le combo parfait, en fait, c'est autostop et camping. Camping parce que tu as ta tente et que tu peux dormir au bord de la route quand personne te prend, donc ça, pour moi, c'est vraiment la liberté et enfin, celui dont tu as parlé, le critère dont tu as parlé, c'est voyager à petits coups. C'est vrai que ça coûte pas très cher l'autostop. Ouais, clairement. Du coup, le combo idéal, autostop j'irai dormir chez vous, c'est un peu, tu nous fais une Antoine de Maximi là, en fait. Ouais, on m'en a pas mal parlé, un petit peu, mais je crois que j'avais même pas regardé d'épisode, C'est avant vrai? de commencer ouais, je te promets, ouais. Moi, ma plus une grande source d'inspiration, c'était, Nu et culotté. C'est donc ces 2 potes qui partent, tout nus, en général dans la nature et qui veulent réaliser un petit rêve, par exemple construire un igloo en Finlande ou des trucs comme ça et ils partent, sans argent, littéralement sans vêtements, donc forcément, ils sont obligés de se déplacer en autostop et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, l'autostop, ça fonctionne. Si eux le font et font des centaines de trajets comme ça doit fonctionner» mais après, eux ressemblent aussi un peu à Pékin Express. Enfin, «J'irai dormir chez vous». Ouais. Est-ce que tu es d'un tempérament plutôt, tu vois, entreprenant, extraverti, tu aucune difficulté à aller vers l'autre? Ou c'est quelque chose que tu as dû travailler justement quand tu as pris la décision de favoriser ce moyen de transport? Alors, je suis fils unique et mes parents sont divorcés, donc j'ai une petite famille, famille réduite. Je pense que j'étais, habitué très jeune à aller voir les autres, parce que je voulais pas être seul et puis je voulais avoir des copains, jouer avec des gens, quoi et donc j'ai été habitué à être sociable. Je pense aujourd'hui, ouais, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'être sociable, d'aller vers les autres. Après, il y a être sociable, entrer dans un groupe, commencer à parler et puis, être sociable, partir tout seul, et puis être capable de camper tout seul, et rencontrer des gens. Je pense que j'ai passé un step, avec ce voyage-là, en termes de sociabilité, je pense. Mmh. Tu as une anecdote peut-être qui pour toi, reflète un peu, tu vois, ce passage de cap, que tu viens d'évoquer? D'aller vers les autres? Ouais, d'aller vers les autres ou de te rendre compte que, tu vois, tu étais capable, finalement, j'allais dire en comptant que sur toi-même. Du coup, non, c'est le principe, mais que tu t'es quelque part un peu dépassé sur ce trip, en Amérique du Sud? Sur ce que tu Mmh. étais capable de faire solo, en fait? Ouais, je pense que ça a commencé par une journée d'attente, 24 heures d'attente au bord de la route. En termes de dépassement, ça je l'avais jamais fait. Déjà enfin, je pensais que j'étais impatient, mais bon, visiblement, j'ai attendu une journée sur la route, donc j'ai eu quand même un peu de patience. Mais surtout, c'était la journée où il a fait le plus chaud de mon voyage. Donc j'ai voyagé 7 mois au total, mais 4 mois, full autostop. Et une journée, il a fait 38 degrés. C'était sur la côte atlantique en Argentine et la veille, le gars me dit: «Tu as attendu combien de temps au maximum sur la route?» et je lui avais dit: «Peut-être 2 heures et demie»
Et il a dit: «Ouais, c'est incroyable, moi j'avais fait un peu d'autostop dans ma jeunesse, j'avais déjà attendu une journée». Et je me suis dit: «Waouh, c'est fou, moi jamais j'attendrai une journée». Et le lendemain, je vais sur la route, je me pose, je me mets à des endroits stratégiques, comme d'hab, et puis là, les voitures passent devant moi, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis avec la chaleur, c'était très compliqué. Il faisait 38 degrés, donc j'étais obligé de faire donc j'étais sur, une sorte d'autoroute à ce moment-là et je devais faire des allers-retours à la ville d'à côté qui était à 40 kilomètres. Mais mon but, c'était quand même de prendre l'autoroute et de me barrer de l'endroit. Et ça marchait pas, donc pour me ravitailler en eau, je devais faire des allers-retours à la ville, revenir et puis, le soir à 18 heures, je retourne sur l'autoroute, il y a personne. Donc j'ai dû retourner à la ville, et le lendemain, j'ai dû attendre peut-être, la matinée encore. Donc plus d'une journée d'attente sur la route et là, je me suis dit, après quand la voiture m'a pris et que j'ai pu partir de l'endroit, ah je crois que j'ai versé une petite larme. Mais je me suis à ce moment-là, je me suis c'était le premier vrai dépassement, je pense. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je reçois beaucoup d'invités, des femmes et des hommes qui vivent, enfin qui réalisent, quand ils parlent de dépassement, c'est à travers, c'est souvent du dépassement physique, tu vois, une grande expédition ou un accomplissement sportif. Mais en fait, en y réfléchissant, c'est pas une découverte là maintenant, tu vois, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de manières de sortir un peu de sa zone de confort, déjà dans son quotidien et aller vers l'autre. Alors pour toi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je sais à titre perso, tu vois, aller vers l'autre, faire du stop pour moi, ça serait déjà un effort, tu vois. C'est clairement quelque chose que j'ai jamais fait et bon, qui spontanément, si on me donne le choix, m'attire pas plus que ça. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que bah voilà, à chaque fois, j'imagine que toutes les personnes que tu rencontrais, bah fallait aussi toi que tu fasses en sorte d'être un minimum aimable, amical, que tu racontes ton histoire, bref, que tu sois un minimum sociable, en fait. Et quand tu le fais plusieurs dizaines de fois, centaines de fois sur un trip, bah, il faut peut-être que tu mettes en place, je sais pas comment tu as fait pour gérer ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a une grosse différence entre les premiers stops, les premiers autostops que tu as fait et les derniers? Il y a eu une évolution de Julien en tant qu'autostoppeur? Ouais, je pense qu'il y a une évolution. Déjà, quand je suis arrivé en Amérique du Sud, je parlais pas espagnol, et Ah ouais, c'est pratique ça, pour l'autostop. ouais, ouais, ouais. Ouais, je connaissais vraiment, j'avais que les bases et donc j'avais mon petit dictionnaire et quand les gens me parlaient, je disais, un momento et je regardais ce que le mot que j'avais compris dans la phrase et ensuite je répondais juste avec un mot. Mais c'était très, très sommaire. Et donc les gens me disaient, «OK, tu es un peu barjot de vouloir voyager en autostop, tu parles pas la langue». Mais je pense que les gens étaient, enfin déjà ils étaient très gentils, ils m'expliquaient bon avec le langage des signes, on communique très bien. Et après en termes de raconter son histoire, bon bah disons que les 30 premières fois, ça va, c'est pas trop répétitif. Parce qu'aussi tu bouges d'endroit, donc tu as d'autres anecdotes à raconter un peu. Toujours la même base, c'est, «Je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je suis français» et cetera. Et ensuite, tu peux raconter les dernières anecdotes qui te sont arrivées parce que il il arrive énormément de choses en une journée d'autostop, vraiment énormément de choses. J'ai l'impression qu'en une journée de voyage en autostop, c'est l'équivalent de 4 ou 5 jours, de la vie normale, de la vie courante, en termes d'intensité, d'expérience, de richesse, de rencontres, de découvertes. Donc ça change beaucoup une journée d'autostop et par contre, c'est vrai que peut-être, je sais pas, peut-être après la 50e fois ou 60e fois que je racontais mon expérience, enfin mon qui je suis, d'où je viens, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Limite, parfois, je disais juste: «Je m'appelle Julien, je suis français» et puis ensuite je changeais directement de sujet: «Et toi, tu fais quoi dans la vie? Pourquoi tu es là?» parce que j'en avais marre de raconter à nouveau le truc. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué? Mmh, alors, je pense une rencontre qui m'a grave marqué, c'est justement la journée où il a fait 38 degrés, là où je devais retourner à la ville. Il y a une voiture, qui s'arrête, je vois qu'ils sont 6 dans une voiture à 5, mais ils me demandent quand même de rentrer dedans. Donc je me dis: «OK, cool». Je rentre dedans, c'est une grande famille et ils me disent: «D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais?» donc je raconte mon histoire et ensuite ils m'amènent à la ville et ils me disent: «Nous, on habite à El Bolson, un village de l'autre côté du pays» et je lui dis: «Ah bah, c'est cool, moi je vais passer normalement dans un mois», enfin bon, c'est très aléatoire, dans combien de temps j'y serai, mais dans un mois environ, j'aimerais bien être là-bas et ils disent: «Ah OK, bah cool, quand tu es là-bas, dis-nous».
et tu viens chez nous, on t'héberge». Donc OK. Bon, on s'est rencontrés, on s'est parlé juste 5 minutes dans la voiture, donc faut prendre des pincettes avec ce qu'on s'est dit dans ces 5 minutes-là. Mais j'ai gardé en tête ce qu'ils m'ont dit et un mois, c'est cool. J'arrive à Elbolson et 2 jours avant, je leur dis: «Bon, j'arrive à Elbolson dans 2 jours, comment ça se passe?» Ils disent: «Ouais, viens chez nous, il y a pas de problème, on t'héberge». Et j'arrive dans cette maison, ils m'accueillent à bras ouverts et c'était une famille, très, très pauvre, qui avait vraiment très peu et ils m'ont offert leur maison pendant 3 semaines. Ils m'ont hébergé, ils m'ont nourri. Bon alors après je payais la nourriture, je faisais des activités avec les enfants, on sortait tous ensemble et cetera. Enfin je faisais partie de la famille et je suis resté 3 semaines chez eux et tout ça, ça vient une voiture aléatoire lambda qui me prend. On passe 5 minutes ensemble à l'autre bout du pays et un mois après, j'arrive chez eux. Excellent. Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui t'a, qui t'a vraiment marqué dans ce voyage? Un Je temps pense que fort? l'anecdote qui m'a le plus marqué du voyage, un des vraiment temps forts, grands moments d'intensité, c'était quand j'étais à El Chaltén, au sud de l'Argentine. J'étais en train de faire un trekking et avant, je partais toujours sans carte, vraiment sans orientation. Je pense un peu par inconscience, mais je m'étais dit: «Bon, bah, là, ça va passer aussi, normal, quoi». Ça fait quelques trekkings que je fais, ça se passe toujours bien, soit en suivant les cairns, soit c'est bien indiqué. Donc là, je pars, c'est un trek qui s'appelle la Vuelta a Huemul, qui est assez connu dans le monde et qui est sur 4 jours, 4 jours autonomie totale, aucun ravitaillement, rien du tout et donc je pars tout seul avec mon sac à dos. C'est sur, 4 jours, ça fait, je crois 70 kilomètres, quelque chose comme ça. Premier jour se passe bien, je fais un petit détour en plus, je rajoute 15 kilomètres. Je fais un petit détour et puis, je tombe dans la forêt sur un boîtier, qui recense les pumas. C'est un boîtier vision nocturne de pumas et je vois ce boîtier-là et on m'avait dit, déjà, il y a des pumas en Patagonie, mais pour moi, c'était très éloigné de la réalité. C'est un peu comme, il y a le monstre du Loch Ness, enfin, quelqu'un a déjà vu un puma en Patagonie. Pour moi, c'était à peu près ça. Donc à ce moment-là, la réalité du puma, prend place dans ma tête et je me dis: «Punaise, s'il y a un détecteur de pumas, ça veut dire que doit y avoir des pumas» et donc là, quand j'entends des bruits, je me dis: «Bon, c'est un puma». Je commence à me faire flipper tout seul. Le premier jour se passe, deuxième jour aussi. Alors le trek, c'est incroyable parce que tu marches sur un glacier et je crois que c'est le troisième glacier plus grand au monde. Ça s'appelle l'Intercontinental, Yellow Soul et c'est donc tu marches sur le glacier littéralement le deuxième jour. C'est vraiment magnifique, très impressionnant. Troisième jour, tu passes des cols et le troisième jour au matin, je me réveille, je commence à partir vers 9h30 du campement et là, il y a un gars qui arrive avec un tout petit sac à dos et je le regarde et je lui dis: «Tu viens d'où?» Et il me dit: «Bah, là, je viens d'El Chalten, j'essaye de faire la Vuelta a Huemul en un jour». Alors que normalement, c'est sur 4 jours et donc déjà, le gars peut pas me mentir parce qu'il a pas pu dormir ici, parce qu'il fait -0 la nuit et il a un tout petit sac à dos avec, des snack bars et de l'eau à l'intérieur. Donc je me dis: «Waouh, ce gars est complètement dingue» et il essaye de faire le trek de 4 jours en un jour et il est parti ce matin à 4h30. Là, à 9h30, il était à la moitié du trek et il me dit: «Normalement, j'arrive ce soir à 18h». Donc super inspirant. Je me dis: «OK, bah, vas-y, c'est parti. Moi, je vais essayer de faire la moitié du trek vu qu'il me reste, 2 jours, enfin 2 jours normalement. Je vais essayer de faire la moitié, rentrer directement à El Chalten comme lui, le fait». Et dans ma tête, là, je passe en mode Kylian Jornet. Je me prends pour un ouf, je marche super vite, je passe devant tout le monde. Donc c'est un peu au détriment des paysages, mais j'arrive au troisième campement assez rapidement et je me dis: «Bon, bah, je dors pas la soir, allez, je rentre au village» et à ce moment-là, je commence à perdre les traces. J'avais déjà perdu une fois la trace, 2 jours avant et j'allais limite traverser une cascade et finalement, il y avait un gars, 300 mètres au-dessus qui m'a vu et qui m'a crié: «Non, c'est par là, il faut que tu montes» et moi, je continuais tout droit sur le glacier et là, je m'étais dit: «Bon, faut faire attention, tu peux te perdre quand même» et là, au troisième campement, je suis un cairn comme d'habitude et là, je commence à me perdre et donc je marche et je suis dans une vallée, je suis entre 2 montagnes, et je suis, en train de marcher. Je marche, je marche, je marche. Ça fait peut-être, 1 heure et demie que je marche. Je sais très bien que je suis totalement perdu, mais à tout moment, je peux faire demi-tour parce que comme j'étais en train de monter,
Je voyais le lac derrière moi qui s'appelle le lac Biedma. Je le voyais, donc je pouvais toujours retourner là-bas. Mais je me suis dit: «Normalement, El Chalten, c'est tout droit, donc je vais aller tout droit» et comme j'ai pas de map, j'ai aucun truc pour m'orienter, fallait que je garde quand même le lac Biedma, sinon j'étais, absolument perdu. Alors je continue, j'escalade, des montagnes à droite à gauche. Là, ça fait 3-4 heures que je me suis paumé et je commence à paniquer un peu et je me dis: «Bon, c'est pas grave, au moins je gagne de l'expérience en montagne» parce que je commençais un peu à faire des grands treks. Je me dis: «Je gagne de l'expérience en montagne, je gagne de l'expérience en montagne» et je suis avec ma casquette, je suis en train de monter une petite colline, je lève la tête et là, face à moi, à 5 mètres devant moi, il y a un puma avec ses 2 petits et il me voit directement. Il y a le petit qui prend peur et qui se barre vers moi, mais en diagonale vers moi, à la fois pour se barrer et tu sais, les pumas, dans ma tête, en fait, la première pensée que j'ai, c'est: «Ah oui, un puma, en fait, c'est pas noir». Moi, le puma, j'avais image de panthère noire dans ma tête et là, je vois le la la je vois l'animal, beige et le petit avec des petites taches noires sur, le dos et je me dis, «Ah ouais, c'est ça un puma» et là, je me dis: «Putain, puma» et je tourne et le puma me voyait, on se regardait. Je tourne immédiatement les talons, je fais demi-tour, je marche et il y avait à la fois un sentiment de: «Waouh, c'est grave la merde», là, je suis dans l'environnement du puma, dans la situation la plus dangereuse dans laquelle tu peux être normalement, c'est quand il y a la mère puma et qu'il y a ses petits à côté et qu'elle pense que tu vas l'attaquer, donc elle veut protéger ses bébés. Sinon, normalement, en général, un puma, ça s'approche pas des humains et en général, les humains s'approchent pas des pumas non plus. Mais là, on s'est retrouvés face à face, situation la plus dangereuse pour moi. Donc je me suis dit: «OK, c'est très chaud, il faut que je marche, mais il faut pas que je cours non plus» et de l'autre côté, j'avais l'impression on était tellement surpris de se voir l'un l'autre qu'elle allait pas m'attaquer, que ça allait bien se passer et là, je me suis dit: «OK, la pluie commence à arriver très, très fort, il faut juste que je m'éloigne de la forêt des pumas». Je dors pas à côté d'eux, mais d'un autre côté, tout l'environnement dans lequel j'étais prend une autre tournure parce que je me dis: «S'il y a des pumas là, je sais pas où est-ce qu'ils peuvent être, non plus» et là, je suis vraiment solo et je suis perdu. Donc je me suis éloigné, j'ai trouvé un petit cours d'eau, j'ai posé ma tente et puis le lendemain, j'ai fait demi-tour et je suis retourné au lac Biedma, ça m'a pris 4 heures et c'est la première fois, c'est le premier soir où j'ai dû poser ma tente en urgence tellement il a plu. C'était, 1er bivouac de secours et j'arrive au lac Biedma, lendemain matin, je me pose, je devant le lac, en fait, c'est trop bizarre, mais devant le lac, je commence à pleurer parce que je me dis que ma vie est plus en danger et que s'il faut, je pourrais boire tout l'eau du lac et que je mourrais pas comme ça et il y a un gars qui arrive, il me dit: «Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures?» Je lui raconte l'histoire, je me suis perdu, j'ai vu le puma et il dit: «Waouh, trop de la chance, moi aussi je veux voir un puma». Et ensuite, j'ai raconté cette histoire à d'autres personnes qui m'ont dit: «Ouais, trop de la chance aussi pour le puma». Mais en fait, trop de la chance, c'est marrant de le raconter maintenant, mais quand tu vois le puma et que tu es dans son environnement, là, c'est un peu différent. C'est vraiment différent. Et finalement, on rentre à El Chalten avec cet Allemand-là. Je sors mon téléphone, je suis en je suis en extase, en fait, de revoir des gens, de revoir, des cafés. Enfin, tu sais, tu penses à tous les trucs que tu pouvais perdre et je sors mon téléphone et en fait, le premier jour, juste, après avoir vu le boîtier du puma, accroché, j'avais sorti mon téléphone et j'avais écrit, une question à laquelle répondre quand je reviens au village, c'est: «Que faire face à un puma?» Parce que je savais pas quoi faire face à un puma. Quand j'ai vu le boîtier, le puma est devenu réalité, donc je me suis dit: «OK, je vais chercher en rentrant» et là, j'arrive dans le café et après avoir vécu tout ça, je vois ça et j'explose de rire sur mon téléphone. Et non, et pour clôturer ça, donc finalement, j'ai tapé sur internet: «Que faire face à un puma?» et c'est l'inverse de ce que j'ai fait. Il faut pas lui il faut pas lui tourner le dos, faut garder le eye contact, faut paraître plus grand qu'on est pour l'impressionner, reculer petit à petit en le regardant dans les yeux et surtout, surtout, s'il est avec ses enfants, ne pas l'approcher. Et là, je me suis dit: «Bon, j'ai fait la totale, j'ai fait l'inverse, mais ça s'est bien passé». Excellent. Bah, écoute, super anecdote. Pour revenir à ce que tu disais, un peu plus tôt sur cette famille qui t'a accueilli chez elle pendant 3 semaines, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, ça m'amène à la réflexion suivante, en fait. Parfois, souvent, j'ai l'impression la générosité des gens qui ont rien, en fait, ou Mmh. pas grand-chose par rapport à nous d'un point de vue, matériel ou d'un point de vue moyen financier.
Et ce que tu dis, ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça que ça illustre en fait. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Il y a une phrase qui m'a trotté dans la tête énormément pendant mon voyage, c'est, «Ils ont rien mais ils donnent tout». Mmh. Et cette phrase revenait, revenait, revenait et alors la majorité des gens en autostop sont des gens qui ont moins de moyens parce que j'ai l'impression qu'ils, d'un côté, ils ont moins à perdre et d'un autre côté, il y a une générosité qui est peut-être plus développée chez eux. Mais bon, sur les 160 voitures qui m'ont pris, j'ai vu, quasiment tous les métiers possibles et tous les horizons possibles aussi. Il y a aussi des gens, très, très riches. Il y avait une ancienne, personne du gouvernement argentin qui m'a pris en autostop et qui m'a invité, chez elle, dans sa famille. Donc voilà, il y a aussi tous les horizons en Mmh. autostop. Comment ton entourage, tes potes ont réagi quand tu leur as dit que tu partais en Amérique du Sud, faire de l'autostop? Je crois que je l'ai pas dit. Je OK. crois que je crois que je l'ai pas dit. Alors ma mère a pris du temps à accepter que je fasse de l'autostop déjà en France et en Europe. Mes potes m'ont dit, «Mais c'est bizarre, pourquoi tu fais de l'autostop? Pourquoi tu veux pas prendre un bus?» Et je leur disais: «Bah, je trouve pas ça très marrant le bus en fait. Dans le bus, tu te poses, tu vas d'un point A à un point B, tu es sûr d'y arriver, normalement à l'heure, mais il y a quasi aucune interaction dans un bus. Et moi, ce que j'aime dans l'autostop, c'est l'interaction, l'échange, c'est l'aventure aussi, c'est de pas forcément arriver à un point B, mais en fait, tu passes par toutes les lettres de l'alphabet avant d'arriver à un point B. Tu te poses 2 semaines dans un village, alors que tu voulais arriver plus tôt. C'est cet aléatoire, c'est cet imprévu que j'aime et donc je pense pas que je leur ai dit, mais j'ai commencé à faire de l'autostop là-bas. Je leur ai envoyé 2-3 photos, 2-3 vidéos, hem et puis ensuite, ils se sont vite rendus compte que l'Amérique du Sud, c'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on pense, surtout Mmh. l'Argentine. Donc là, tout le monde a été un peu rassuré, moi compris, clairement et puis ensuite, bah, l'autostop a clairement bien fonctionné, donc j'ai continué comme ça et puis voilà. Est-ce que tu dirais qu'au bout de, combien de voitures t'ont prises au final? 160? Ouais, Quel à peu près 160 sur les 4 premiers mois et ensuite j'ai refait du stop en Argentine et en Bolivie, donc 175, au gros total. OK. Ah donc ça fait un paquet de rencontres, avec de parfaits inconnus. Tu dirais que tu as, je sais pas, tu as affiné tes capacités de lecture de personnalité, tu vois? Ou de décryptage, de l'homme avec un grand H, au fil de ces rencontres? Est-ce que tu étais capable de te dire, «Waouh, là, cette voiture, je pense que ça va être une conversation absolument géniale» ou au contraire, «Là, je le sens pas trop, je décline», tu vois? Vraiment en te basant sur, tu sais, ce fameux gut feeling. Ouais. Je pense que oui, mes capacités d'analyse se sont ont évolué, ouais, clairement. Après, je pense que j'ai vu un tel panel de personnes différentes sur 175 personnes. Après parfois parfois il y avait une personne, parfois 2, parfois plusieurs, parfois il y avait même toute une famille dans la voiture. Mais c'est très variable. En général, on arrive quand même à bien sentir les gens. C'est pour ça, une des choses les plus importantes pour moi en autostop, c'est son instinct. C'est par exemple, cette voiture, je la sens pas. La personne vient de s'arrêter devant moi, mais je vois le gars, je vois l'état de la voiture. Il y a ma petite voix en moi qui me dit: «Non, ne monte pas». Vaut mieux écouter cette petite voix dans ces cas-là. Mais en général, on arrive à bien sentir les gens, on arrive après savoir qui va nous inviter chez lui ou pas, ça, non et puis parfois il y a des rencontres un peu bizarres aussi. Je sens qu'il y a de l'anecdote là. Ouais, il y a des rencontres un peu bizarres, c'est vrai. Il y en a une en particulier qui t'a marqué, que tu peux partager? Hem, bon, il y a eu alors, j'ai pas eu d'accident. Sur 160 voitures, j'ai pas eu d'accident. Il y a pas de je me suis pas fait voler mes affaires non plus. Je connais des gens qui se sont fait voler leurs affaires en voyageant en autostop. Moi, ça allait. C'était surtout donc bon, alors, par exemple, j'arrive à pas très loin d'Ushuaïa et j'avais élaboré un peu des techniques pour faire de l'autostop, donc pas seulement lever le pouce, mais par exemple, je faisais l'équilibre sur la route et je calculais la distance avec la voiture qui arrivait. Je faisais l'équilibre, je m'arrêtais avant que, bien sûr, elle arrive et ensuite je me mettais sur le côté, je levais le pouce, grand sourire, en faisant un peu le clown, tu vois? Pour les divertir et donc je fais ça et il y a un camionneur qui klaxonne, ça le fait rire, il s'arrête. Je monte dedans, je monte dans le camion
et la cabine est impeccable. Ça fait très Dexter, il y a pas un cheveu, ça sent bon, ça sent le parfum. Tout est super clean et le mec a les yeux à moitié, fermés, donc je me dis: «OK, bon, il doit être fatigué» ou je sais pas quoi. Discussion normale, on se présente, il me dit: «Où est-ce que tu vas?» Je lui dis: «Bah, objectif Ushuaïa». Et il me dit: «OK, pas de souci, quand on arrive là-bas, on boit du Fernet» et le Fernet, c'est l'alcool local, qui est très fort et je lui dis: «Ouais, ouais, bah, il y a pas de souci, en fonction de l'heure, on pourra voir» et il me dit: «Non, non, moi, je boirais une bouteille de Fernet là-bas» et je dis: «Bon, OK, d'accord» et il me répète ça et il me dit: «Non, mais je viens de boire une bouteille de Fernet là». Et je lui dis: «Attends, tu viens de boire une comme si tu avais bu une bouteille de vodka juste avant de conduire un énorme poids lourd». Il me dit: «Ouais, ouais, je viens de boire» et je me dis: «Waouh!» Alors là, je me suis dit, gros, instinct, attention, faut sortir du camion direct et on avait peut-être 100 kilomètres à faire ensemble encore jusqu'à la frontière chilienne et je me suis dit: «Putain, faut que je trouve un moyen de sortir du camion parce que là, j'ai peur, j'ai vraiment peur», il me dit: «Non, t'inquiète, ça va, j'ai l'habitude de boire et j'ai l'habitude de conduire». Et je connais très bien cette route et je me suis dit: «Non, non, ça va pas, ça va pas du tout» et finalement, on arrive au poste frontière et il me dit: «Bon, OK, alors moi, j'ai pas le droit de prendre des autostoppeurs, donc tu sors de ton côté, tu marches, tu passes la frontière. Moi, je passe avec le camion, tu refais du stop de l'autre côté, je te reprends, on part». Je lui dis: «Ouais, ouais, t'inquiète». Je prends mon sac, je passe la frontière, je fais du stop directement après et heureusement, il y a une voiture qui me prend directement et puis, ensuite, j'ai plus revu ce camionneur, très chelou mais je voulais plus jamais remonter dans son camion, c'est clair. Je crois que c'est tu vois, l'aspect de l'autostop, moi, qui me freinerait le plus, c'est finalement que tu te confies un peu à des inconnus, en fait. Il y a Mmh. quand même une grosse part de lâcher prise, non? Quand tu dépends finalement de l'autre. Tu dépends de l'autre. D'un côté, tu dépends de l'autre et de l'autre, tu es extrêmement indépendant parce que donc avec l'attente, par exemple, tu peux dormir au bord de la route, que quelqu'un te prenne ou pas et par exemple, dans ma tête, avoir un vélo ou une voiture, c'est avoir une certaine attache. C'est pas être totalement indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais oui, tu es dépendant de la rencontre, en fait, tu choisis pas qui tu rencontres. Par contre, tu peux, en général, choisir à quel moment, tu la rencontre se termine, à part si tu es kidnappé, bon, c'est horrible, mais ça m'est jamais arrivé. Bon, il y a juste eu, ce gars-là, après, bon, si je peux enchaîner avec, l'anecdote, parce qu'en fait, c'est 2 anecdotes bizarres qui sont enchaînées dans la même journée. C'est que, je prends le ferry ensuite, donc je fais de la frontière chilienne jusqu'à prendre un ferry et dans le ferry, je dois changer de voiture et je demande, aux gens du ferry, à une famille et ils me disent un truc, par rapport à leur voiture qui est cassée, je comprends pas trop. Donc je dis: «Bon, OK». Je continue de demander dans le ferry et personne me dit: «OK». Donc à la sortie du ferry, la nuit commence à tomber. Là, on est tout au sud, du Chili. Commence à faire très froid et je me dis: «Bon, flemme de dormir quand même au bord de la route», je donne tout, je fais du stop. Là, la famille du ferry s'arrête et je vois que 2 voitures sont juste côte à côte, enfin se suivent, avec une corde de 1,5 m qui raccroche la deuxième. Et le mec me fait un signe et me dit: «Vas-y, monte» et monte dans la deuxième. Donc il y a, la famille qui est en train de conduire la première voiture et moi je monte avec le père dans la deuxième voiture derrière qui est raccrochée à une corde à la première où le moteur ne fonctionne plus. Il y a juste les freins qui fonctionnent. Et on commence à faire le trajet comme ça et je commence à comprendre très rapidement la situation dangereuse dans laquelle je me suis mis à nouveau en quittant, le conducteur bourré. C'est qu'ils conduisent à 80-90 km/h et 1 m et demi de corde, c'est très, très court en termes de réaction de frein. Il faut que tu sois très, très rapide. Quand la voiture de devant freine, il faut que tu freines immédiatement après, mais si tu freines trop fort, en fait, il y a un à-coup, tu sais, tu as une réaction, physique avec la corde où tu vas avancer et ensuite comme tu freines, tu recules derrière et donc c'est super dangereux. En fait, c'est juste extrêmement dangereux. À chaque fois qu'il freinait, on arrêtait de parler avec le père derrière parce qu'on s'est dit: «Ben, là, c'est la fin». Moi, je me suis dit: «Pourquoi je quitte le chauffard bourré de ce matin et je me retrouve dans cette situation à nouveau?» et le pire, c'était dans les descentes parce qu'on était plus lourd, notre voiture était plus lourde que la première, donc on allait plus rapidement
et donc il fallait qu'on freine et en même temps on était tiré par la première voiture. Et ce mécanisme a duré pendant 1 heure et demie. Finalement, après 1 heure et demie, on arrive chez eux et c'était eux, la famille de diplomates argentins là, très riches finalement, qui m'ont invité 2 jours chez eux et bon, ça s'est bien terminé, il y a pas eu d'accident. Ah, les anecdotes de voyage. Il y a que dans ce genre d'aventure que tu peux vivre des trucs pareils, je pense. Ouais. D'un point de vue paysage, parce que j'ai eu la chance de faire un petit séjour en Amérique du Sud pendant 6 mois, mais j'ai fait Pérou, Bolivie, Colombie, mais pas le Chili et l'Argentine et c'est un peu un grand regret. Mmh. Qu'est-ce que tu as découvert, parce que c'était la première fois finalement que tu allais en Amérique du Sud? C'était Tu la 2e fois, j'étais déjà allé en Bolivie, mais j'avais fait un court séjour en Bolivie et OK, pas très route. Mais d'accord, OK. Ouais, là c'était plutôt route et ouais, plus long. ouais, ouais. Donc tu as découvert quoi comme, paysage là-bas? Hem, je pense le premier truc qui m'a marqué, c'est la pampa. Donc on dit, tu sais, ensuite il y a eu l'expression, la pampa, mais en fait la pampa, c'est littéralement une région d'Argentine, très grande où il y a littéralement rien du tout. Il y a, 2-3 petits buissons, il y a des bœufs, mais vraiment très éparpillés sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et il y a vraiment rien. Donc c'est pas la région la plus intéressante d'Argentine, mais c'est la première qui m'a marqué parce que parfois j'étais lâché au milieu de la pampa, littéralement, et j'attendais. Et là, je me suis dit: «Mais s'il y a personne qui prend, la ville d'après, elle doit être à 120 kilomètres. J'ai pas assez d'eau, il y a pas de fleuve, il y a rien du tout, aucun cours d'eau. Donc là, ça va être la galère si je suis lâché là. Mais d'un autre côté, j'étais dans la nature, j'étais submergé dans la nature, c'était génial. Il y avait pas un chat, il y avait grand silence, donc le calme absolu, ça, c'était génial. Et après, arrivé à la Cordillère des Andes, là, c'était magnifique. C'est des énormes montagnes, alors, tu vois, il y a à 4 800 mètres, enfin 4 850 mètres en Europe, on est au Mont Blanc. Là-bas, 4 800, c'est pas grand-chose. C'est les 5 000, ça se touche rapidement. Donc il y a des paysages, des montagnes vraiment incroyables. Hem et après, côté argentin, côté chilien, c'est très différent. Côté argentin, c'est plus sec et côté chilien, la même Patagonie, c'est beaucoup plus, de verdure, beaucoup plus de forêt parce que tu as l'humidité du Pacifique qui arrive et qui donne tout à la Patagonie côté chilienne et ensuite avec la cordillère, les montagnes de la cordillère, ça bloque les nuages et donc il y a très peu d'humidité du côté argentin. Donc il y a quand même cette grande différence, Argentin-Chili. Argentine-Chili. OK, super intéressant. Je savais pas qu'il y avait, des paysages, aussi, différents en fait entre le Chili et l'Argentine. J'aurais appris un truc, ouais, que tu vois? Inattendu. OK, et l'arrivée à Ushuaïa du coup, est-ce que c'était un objectif, qui avait une symbolique forte pour toi, Ushuaïa, tu vois, le bout de l'Amérique du Sud? Ou, finalement pas plus que ça et parce que tu savais que derrière il y avait le reste du trip, qui t'attendait? Ça avait quand même une petite symbolique parce que quand je suis arrivé à Ushuaïa, en fait, jusqu'à descendre à Ushuaïa, je me suis dit: «Objectif Ushuaïa». Quand je suis arrivé à Ushuaïa, je me suis dit: «Premier grand objectif à atteindre mon trip». Et quand je suis reparti ensuite, je me suis dit: «Où est-ce que je vais aller?» Après, c'est objectif quoi? Parce que j'ai atteint le premier objectif, c'est-à-dire la ville la plus au sud du monde. Alors, petite parenthèse, c'est pas le point le plus au sud du monde parce qu'il y a un village qui s'appelle Puerto Williams, qui est du côté chilien, pas argentin. Ushuaïa, c'est côté argentin et Ushuaïa dit: «On est le point le plus au sud du monde», mais c'est faux, hein. Je voulais juste rétablir cette petite parenthèse. Donc par contre, c'est la ville la plus au sud du monde, ça c'est vrai. OK. Et hem et donc grande symbolique, ouais, c'est vrai, il y a les shampoings Ushuaïa que j'utilise, de temps en temps. Non mais c'est vrai que c'était une grande symbolique et arrivé à Ushuaïa, hem alors c'est marrant, je rencontre une fille dans une auberge de jeunesse qui me parle un peu de son voyage et qui me dit elle a fait un peu de stop et que c'était la première fois et qu'elle a kiffé. Ensuite, elle me raconte avec un camionneur qui l'a pris en stop et ensuite elle me dit: «Et toi, comment tu venu?» Et je lui dis: «Pareil en autostop». Et ensuite je lui raconte, d'où je suis venu. Je suis parti de Buenos Aires, ça fait 2 mois que je descends l'Argentine
et elle me dit: «Oh là là, je suis bête, excuse-moi, je me suis vanté d'avoir fait, 3 voitures en autostop, mais là, tu as 100 voitures t'ont prise en autostop et cetera». Et je dis: «Non, non, t'inquiète, c'est toujours intéressant d'entendre les anecdotes des autres». Et là, c'était marrant quand elle m'avait raconté ça. Et après, bah, oui, après partie d'Ushuaïa, ensuite je suis allé au Chili. Je suis allé en Chili et Je suis sur Maps là. Effectivement, Puerto Williams, tu vois, je ne connaissais pas, est bien plus au sud que Ushuaia, donc intéressant. Ils ont quand même un aéroport, hein, c'est un petit truc, mais il y a quand même une OK, piste, enfin un aéroport, ouais, ça va être un hangar avec, de quoi se ravitailler. ouais. Intéressant. OK. OK, OK, et du coup, une fois à Ushuaia, comment tu l'as organisé le trip? Est-ce que c'était très clair pour toi, les étapes par lesquelles tu voulais passer, les délais que tu te fixais? Ou est-ce que voyager en autostop, c'est aussi, accepter, le fait que, bah, faut gérer l'inconnu la plupart du temps et donc s'adapter en permanence? Ouais, c'est carrément ça. Je pense que j'ai fait un peu des 2. Mon 1er truc, c'est de pas prévoir. Parce que j'ai remarqué, en général, dans ma vie, que quand je prévois des choses, ça se passe pas du tout comme ça. Donc je me suis dit: «Là, le 1er objectif, c'est, découvrir l'Argentine, découvrir le Chili, partager des histoires, aller dormir chez des gens aussi, aller dormir, chez l'habitant». Moi, je voulais voir comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils vont au travail et cetera. Et bon, après, je me suis dit que j'allais faire ça en stop, donc ça a rajouté beaucoup d'aléatoires. Au début, je voulais partir de Buenos Aires, prendre un bus de Buenos Aires pour sortir de la ville parce que impossible de faire du stop, à Buenos Aires, c'est très dangereux. Donc sortir de Buenos Aires comme ça et ensuite faire le trip donc jusqu'à Ushuaia, descendre toute la côte, descendre les Andes, arriver à Ushuaia et remonter par le Chili. Ça, c'était les grandes lignes que j'avais dans ma tête. Et après, ouvert totalement à la rencontre, aux gens, au fait de dormir au bord de la route, au fait que ce soit très aléatoire comme ça. Tu disais que ce qui t'avait, motivé, tu vois, dans ce mode de voyage, c'est, principalement la rencontre de l'autre, un peu le budget, mais principalement la rencontre de l'autre. Tu dirais que comment est-ce que ton regard du coup sur, ou en tout cas ta compréhension, tu vois, de globalement la manière dont les gens vivent en Argentine et au Chili, comment est-ce que ça a évolué par rapport peut-être à alors des a priori, pas au sens péjoratif, mais des préconceptions que tu avais? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as découvert, au contact de ces, quasiment 200 personnes qui t'ont récupéré sur le bord de la route? Ouais, déjà en Argentine, enfin, Argentine et Chili sont des pays pour moi développés. C'est pas des Mmh. pays en développement. C'est-à-dire que leur mode de vie se rapproche vachement du nôtre quand même, en France et en Europe en général. Après, actuellement en Argentine, il y a une énorme inflation, donc ça coûte, par exemple, un jour en France avec, autant d'argent que tu peux vivre un jour en France, tu peux vivre 3 4 jours en Argentine à peu près, sans faire trop d'excès. Donc il y a quand même cette différence avec les locaux. On n'est pas totalement considérés comme des locaux. Quand on arrive là-bas, on a un très fort pouvoir d'achat. Mais en vivant chez les gens, je me suis rendu compte, bah, déjà, c'était incroyable d'être plongé dans ces univers. Chaque famille différent. Il y a à peu près 4 5 familles qui m'ont hébergé, disons, sur le long terme, c'est-à-dire, sur, disons, plus de 3 jours. Et d'être immergé dans ces familles différentes, ça m'a apporté beaucoup de richesse de voir leurs habitudes, comment ils élèvent leurs enfants. Alors, je comprenais pas toutes les discussions parce que, j'ai appris l'espagnol là-bas, donc au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus, mais quand même pas tout, hein. Clairement, voilà. Mais je voyais comment ils éduquaient leurs enfants, qu'ils utilisent, enfin, en fait, c'est un pays développé. C'est vraiment quand tu arrives au supermarché, tu as, une grande diversité de produits, comme enfin, moins qu'en France, mais tu as quand même une grande diversité de produits. Au marché, pareil. Dans un village, il y a rien qui manque. On a tout ce qu'il faut. Hem, et après en termes de sécurité, j'ai eu un grand choc. Pour moi, l'Amérique du Sud et ensuite particulièrement la Colombie ensuite, quand j'y suis allé. Pour moi, Amérique du Sud, c'était, danger, narcotrafiquants, drogue. Et en fait, quand tu arrives là-bas, c'est à l'opposé de ça. C'est vraiment très, très loin. L'Argentine, pour moi, l'Argentine, c'est plus safe que la France. Je me sens plus en insécurité en France qu'en Argentine.
en Argentine, pas à un seul moment, j'ai eu peur. Pas à un seul moment, je me suis dit: «Ouh là, c'est chaud». Donc de ce préjugé que j'avais et que je pense que beaucoup d'occidentaux ont sur enfin sur l'Amérique du Sud en général, en termes de sécurité, ce truc-là est parti. Et ça, tu penses que, c'est c'est une lecture, objective des choses ou est-ce que tu penses que peut-être comme tu avais pas les codes, tu as pu parfois juste pas te rendre compte que c'était, potentiellement un peu, craignos, tu vois, les endroits où tu étais? C'est une vraie question, Mmh. il y a pas de question, secondaire en filigrane, hein, c'est une vraie question, curieuse. Mmh, je pense que j'ai une bonne capacité d'analyse et de lecture des gens et de lecture des situations aussi et particulièrement en étant en autostop, en étant au bord de la route, donc en étant vulnérable, vraiment vulnérable, c'est-à-dire, une personne avec des mauvaises intentions peut m'amener, dans un endroit alors que, bah, je suis dans sa voiture et je peux rien faire, et à aucun moment ça n'est arrivé ça. À aucun moment j'ai eu une once de, «Cette situation est dangereuse». Même quand je me baladais dans la ville, même quand je rentrais, du resto le soir ou de n'importe quoi, je me suis dit: «Non en fait, je sens pas le danger, je sens vraiment Mmh. pas le danger». OK. Et j'ai rencontré pas mal d'autres personnes, pas mal d'autres voyageurs qui m'ont dit la même chose. Alors Brésil, Colombie, un peu plus chaud, mais Argentine, Chili, vraiment très chill. Vraiment, sécurisé, quoi. OK. Intéressant comme retour. OK. Heu, du coup, la deuxième partie du voyage, donc tu disais, tu es remonté jusqu'en Colombie, c'est ça? Par le Chili? Je suis remonté jusqu'au nord de la Patagonie, Argentine, pas jusqu'en Colombie, jusqu'au nord de la Patagonie argentine, en passant par le Chili, la majorité du temps par le Chili, ouais. OK, OK, OK. La Colombie, donc c'était, le trip précédent quand tu avais fait la Bolivie aussi? Ensuite, après la fin de l'aventure en autostop, j'ai commencé à prendre des bus parce que OK. je me suis dit: «Là, si je continue en autostop, il me reste peut-être 3 mois de voyage, je vais passer 2 mois sur le bord de la route. Donc si je veux profiter un petit peu de la chance que j'ai d'être en Amérique du Sud, je vais commencer à prendre des bus et puis je vais changer d'objectif, un peu changer de mentalité de voyage». Et il y a eu une phase d'ajustement du coup, quand tu es repassé à un mode de voyage un peu plus, classique, en tout cas contemporain? Ouais, Sur le carrément. rythme? J'étais un peu dans le bad. J'étais pas très bien parce que j'étais dans des auberges de jeunesse avec des étrangers, alors qu'avant j'étais quasi tout le temps avec des locaux. Et là, je me suis dit: «En fait, je suis peut-être en train de perdre l'authenticité du voyage et l'authenticité des gens que je rencontre, de véritablement vivre la culture avec les locaux, mais plutôt de passer de l'espagnol à parler anglais avec, les internationaux et puis rencontrer des gens qui me ressemblent un peu plus, entre guillemets, déjà dans la manière de voyager et d'où on vient et de moins voir l'authenticité du pays». Donc là, petit coup de bad quand je me suis mis à changer de mode de voyage et puis, c'est pour ça que j'ai repris le stop un peu. Au Pérou, j'ai repris le stop parce que j'avais envie de reparler avec des locaux, quoi. C'est là où tu m'avais raconté, il me semble, au Pérou, l'autostop, c'est pas vraiment, dans la culture. Ça, ils Ouais, considèrent que s'ils te prennent en voiture, tu dois payer. c'est C'est ça. ça? Ouais, ouais, pour moi, c'est pas dans la voiture, c'est pas dans la culture, de faire de l'autostop. 1re voiture qui me prend au Pérou, je suis au bord de la route, le mec s'arrête et je me dis: «Ouais, super», donc déjà, en fait, à chaque fois que je changeais de pays, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit: «Si ça se trouve, là, le stop, ça a marché jusqu'à maintenant, mais ça va plus marcher». En fait, c'est tellement aléatoire qu'un jour, tu arrives, tu es pris directement et puis, le lendemain, tu attends un jour et tu te dis: «Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 mais on ne sait pas. Il y a vraiment pas de science, quoi. Et donc, la première voiture, le gars s'arrête, le courant passe, super bien. Moi, je viens de découvrir le Pérou, je viens d'arriver, donc, il me parle des cultures, il me fait goûter un jus on s'arrête dans un bar ensemble, il me fait goûter un jus de maïs, sucré et je me dis: «Ouais, c'est super bon» et puis ensuite, je lui dis: «Bon, bah, voilà, moi, je m'arrête là, nos chemins se séparent» et il me tend la main, il me fait: «Mon argent» et je lui dis: «Comment ça?» Il me dit: «Mon argent pour le trajet». Et je me suis dit: «Waouh, OK, trop bizarre». Donc, je sais pas, je lui ai passé peut-être, 5 soles qui équivaut à 1 € et ensuite, le gars dit: «Merci», il se barre et je demande à la restauratrice
«Est-ce que c'est normal ça?» Elle me dit: «Ouais, ouais, c'est normal, il faut que tu demandes à chaque fois, avant d'entrer dans une voiture si tu vas payer ou pas, parce qu'ici, rien n'est gratuit». Et je me suis dit: «Waouh!» Donc en fait, si je veux continuer à faire du stop ici, il faut que je demande à chaque fois. Mais donc si je demande avant d'entrer dans la voiture, ça établit une relation directe d'argent, c'est une relation commerçante. Et moi, c'est quelque chose que j'adore dans l'autostop, c'est que normalement, il y a pas de relation commerçante. C'est une relation beaucoup plus sincère. Il y a pas d'argent, entre les 2 protagonistes. Et donc là, direct, ça met de l'argent dans la relation et je me suis dit: «Bon, bah, je suis pas sûr de vouloir ça puisque c'est pas l'autostop que je connais». Et finalement, donc à chaque fois, je demandais quand j'étais au Pérou, peut-être, 60 disaient, «Oui, je te fais payer». Je disais: «Bon, bah, dans ces cas-là, non, salut», et 40 disaient: «Non, non, t'inquiète, je t'avance tranquille». OK, intéressant. Tu dirais que ce voyage, comment est-ce qu'il a changé peut-être ta manière de voir les choses quand tu es revenu en France, pour le coup? Et je sais pas si tu as eu l'occasion de revoyager peut-être en France, en Europe depuis ton trip, en Amérique du Sud. Mais si c'est le cas, je suis aussi curieux de savoir, tu vois, est-ce que tu as voyagé différemment? Est-ce que tu as cherché à voyager différemment, ou pas nécessairement? Je suis rentré mi-août de mon voyage. Ça a été un choc au fur et à mesure. J'ai eu le coup de down j'ai eu le coup de down au fur et à mesure. Je passe de 7 mois de voyage, exceptionnel, très indépendant, très libre, dormir, enfin camper où je veux, dans n'importe quel endroit, à revenir avec des normes. Société française, c'est quand même très normé, je trouve, et Europe aussi. Sachant que Et tu es revenu en France ou à Berlin directement? je suis revenu en France et ensuite je suis allé à Berlin. Je OK. suis allé à Berlin début septembre. Et après en France, j'ai fait un trekking dans le sud de la France avec mon père. Donc là, continuer à camper, ça, c'était génial. Et ensuite, retour à Paris. Paris, bon voilà, moyen. Et ensuite, départ à Berlin et départ en Allemagne. Allemagne, je suis allé au sud de l'Allemagne, pour aller, alors bon, j'avoue, c'était pour l'Oktoberfest. C'était le 1er week-end de l'Oktoberfest à Munich. Mais je suis allé camper avant, aux alentours. Et j'ai continué de faire de l'autostop, continuer à camper, faire de l'autostop. Ça a pas changé ma manière de voyager, si ce n'est que ça a confirmé quelque chose que j'avais en moi et que j'avais eu du mal à écouter avant, mais maintenant qui est assez clair, c'est que je veux continuer à voyager et en général faire des aventures avec des moyens limités. Donc l'autostop, camper, dans ma tente, c'est exactement ça. Et j'ai changé un petit peu ma manière de voyager. J'ai acheté un vélo à Berlin et j'ai essayé de faire une petite expédition à vélo, ma première. Je suis parti de Berlin jusqu'en Pologne, sur un week-end. Donc j'avais pas du tout d'expérience en vélo et donc ça a fait 150 kilomètres sur 2 jours et je suis parti sans sacoche, parce que sans sacoche de vélo. Je suis parti avec mon gros sac à dos de voyage, ma tente, enfin comme si je backpackais mais sur un vélo. Et bon, alors c'est la dernière fois que je partirai avec mon sac à dos. J'ai sur un vélo, c'est vraiment pas du tout fait pour. C'est ça répercute tout sur, le bas du corps, sous la ceinture et parce que tu as tout le poids qui traîne sur le dos et donc voilà, ça presse et c'est super, inconfortable. Donc je comprends pourquoi les gens achètent des sacoches, c'est fait pour ça. OK, et donc, cette pratique, tu essaies de la conserver dans la manière dont tu voyages. Est-ce que sur ton regard sur la société, alors tu parlais un peu des normes de la société française, mais en plus là maintenant tu es à Berlin, on n'en a pas encore parlé, mais tu es étudiant à l'ESCP, Ouais. qui est un campus à Berlin. Est-ce que tu dirais que ça a changé aussi, tu vois, peut-être, je sais pas, la manière, socialement, est-ce que ça a changé des choses dans, ton cercle d'amis, dans, le type d'activité, tu vois, loisirs que tu as? Mmh. Est-ce que finalement l'expérience, elle dépasse le cadre du voyage dans ce que ça t'a apporté? Alors en termes d'amis, ça a pas trop bougé, mes amis sont restés mes amis, ceux d'avant toujours. En termes d'activité, ouais, clairement, je pense que j'avais pas beaucoup d'expérience en arrivant en Argentine en termes de trekking. Camping, oui, pas mal, mais trekking, pas tellement. Et après, en Argentine, j'ai beaucoup campé et marché. Sur 6 mois de voyage, j'ai passé 2 mois et demi dans ma tente.
Et c'était majoritairement des treks, donc parfois je passais une semaine, je pense le plus long que j'ai fait, c'est 8 jours en trekking, au Chili, au parc Torres del Paine, où, je faisais que camper et marcher. Et donc, ça, je suis revenu avec cette activité de trekking, alors à Berlin, c'est compliqué quand même, hein, mais mais quand je peux, ouais, je fais des petites escapades à droite à gauche. Alors je suis revenu avec le trekking, le camping, ça a continué. Vélo, je l'ai développé ici, parce que l'aventure en vélo, ça m'inspire beaucoup. Je me dis qu'on peut aller très loin avec un vélo, donc je pense que je ferai un voyage en vélo très bientôt, un grand voyage en vélo. Et voilà pour les activités. Génial. Génial. Est-ce que tu aurais peut-être tu vois, un message pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire à faire passer sur, évidemment, le voyage en autostop, mais peut-être au-delà de ça, le fait d'oser se lancer en étant finalement encore assez jeune, en plus dans un coin du monde où, on nous dit que, c'est quand même relativement dangereux et cetera, et toi tu as vécu complètement autre chose donc voilà et quel message, tu vois, te semblerait, le plus intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent par rapport à ce que tu as Mmh. vécu? Alors, déjà commencer par l'autostop, je pense. Hem, donc, pour moi, l'autostop, c'est le meilleur moyen de voyager et de découvrir un pays quand on a le temps et qu'on est en minimum, de conditions physiques. Parce qu'il faut quand même réussir à tenir et à attendre debout, pendant plusieurs heures parfois avec un sac à dos. Avoir le smile, avoir envie de partager et d'écouter des histoires et de donner son histoire aussi. Donc pour l'autostop, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de voyager. C'est le meilleur moyen de rencontrer des locaux, clairement. Après, en général, je pense que le plus important dans la vie en général, c'est de s'écouter et de surmonter sa peur de se lancer. Heu, on ne vit qu'une fois et si tu as envie de faire un truc maintenant, quel que soit l'endroit où tu es, qui que tu sois, faut le faire. Les gens pensent qu'ils doivent suivre un schéma prédéfini, mais non, en fait, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Faut pas avoir peur de s'éloigner des chemins classiques. Moi, je me suis rendu compte, assez tard, enfin en école de commerce là, que ce que j'avais fait avant, 3 ans de prépa, puis, le chemin classique, grande école, puis ensuite, stage en finance, en fait, c'est pas celui qui me convient. C'était super d'avoir expérimenté ça, mais ensuite j'ai commencé à m'écouter, à écouter ma voix à l'intérieur et ça m'a mené vers toute autre chose. J'ai ensuite acheté un sac à dos, une tente, commencé à camper et découvrir l'autostop et là je m'épanouis vraiment. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est amené à suivre un schéma, qu'il faut pas s'en éloigner à un moment, qu'il faut pas le remettre en question et ça passe par s'écouter. Donc vraiment s'écouter et ne pas avoir peur de se lancer. Excellent. Eh ben, écoute Julien, un grand merci pour ce super témoignage. Curieux de savoir si, d'ailleurs je te le demande en guise de conclusion, est-ce qu'il y a de nouveaux trips un peu au long cours? Tu évoquais le vélo là, mais est-ce que tu as des choses dans le carton déjà un peu planifiées qui arrivent? Ouais, normalement début février, je pars en Chine faire un échange et ensuite j'aurai terminé mon master et je voudrais descendre après mon diplôme, je voudrais descendre de la Chine jusqu'en Australie, soit en autostop, soit en vélo, mais en prenant bien mon temps pour visiter les pays, faire des treks, rencontrer les gens, vivre avec les gens. Donc ça serait soit en vélo, soit en autostop et ouais, je pense que c'est le plus gros trip, que j'ai prévu pour l'instant. Génial. Autostop et bateau stop du coup, non? Il y Ça se aura fait ça, hein? Ah oui, oui, carrément, oui, carrément. C'est prévu. Bateau stop, c'est prévu aussi. Génial. Bah écoute, on se fera peut-être un épisode débrief du trip Chine-Australie une fois qu'il aura réalisé. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet échange avec Julien jusqu'au bout. J'espère que comme moi, vous voyez maintenant le voyage en autostop d'un autre œil. J'ai vraiment adoré cet épisode et si c'est votre cas, prenez votre smartphone maintenant et envoyez le lien de l'épisode à au moins une personne que le sujet pourrait intéresser. Ça prend littéralement 5 secondes, mais c'est un gros coup de pouce pour le podcast. Si vous avez des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez me contacter par email à hello@lesfrappés.com ou via le compte Instagram lesfrappés.podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode avec Annika Horn, la fille aînée du légendaire explorateur, et on va parler d'aventure.